Bonjour, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bamadi Sanoko. Bonjour Bamadi, nous sommes Bonjour ravis Iris. de t'avoir sur notre podcast du Diapason. On avait déjà eu l'occasion de t'avoir sur un des événements, un des tout premiers événements à Paris d'ailleurs, l'année dernière. Euh, Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Bonjour Iris, ravi d'être parmi vous et je suis très content effectivement de participer à ce podcast de votre structure Diapason. Euh, pour moi, je vais commencer tout simplement. Je m'appelle Bamadi Sanoko. Je crois que j'ai 46 ans. Je crois que je suis né à Paris. C'est bien le cas, un mois de juillet. Donc, plutôt de l'été et moins de l'hiver. Mais je suis actuellement directeur de projet au sein d'un bureau d'études qui s'appelle Red Mangrove. Et Red Mangrove fait référence effectivement à l'écosystème de la mangrove, des palétuviers. Et par analogie, je dirais la personne qui l'a créé, donc Martin Fleury, c'est un écosystème très fragile, la mangrove, et qui, je dirais, évoque un peu tout ce qui est notre monde aujourd'hui. Hmm. Un monde qui a besoin de résilience, un monde qui a besoin de compter sur la faune et la flore de cette mangrove, et que chacun, on a un rôle à jouer dans cet écosystème. Donc, je trouve assez fabuleux cette analogie et le fait que je me sens bien effectivement dans ce type de démarche et de principe. Merci beaucoup, Bamadi. Tu as, tu commences à nous en dire déjà un petit peu plus là avec la mangrove, les palétuviers, le monde fragile et où on a besoin d'être résilient. Donc c'est effectivement ta fonction actuelle et elle est le résultat de tout un cheminement identitaire, spatial que tu as traversé. J'avais bien aimé quand on avait discuté tous les deux, tu parlais d'un parcours de transhumance à identité multiple. Est-ce que tu peux nous raconter cet itinéraire avec des... Je me souviens qu'il y avait des contextes historiques sur la création même du concept de diaspora. Voilà. Est-ce que tu peux nous remettre dans ce monde d'il y a quelques années par rapport à ton parcours? Oui, je peux le faire. Ici, je peux me permettre une comparaison. Euh, elle va suivre, je dirais, mon cheminement depuis ma tendre enfance à aujourd'hui. Oui. Parce que né dans la fin des années 70, euh, il faut dire que quelques années après ma naissance, le 29 octobre 1981, euh, donc c'était sous le premier gouvernement après l'élection de François Mitterrand, Oui. et notamment le 29 octobre, il y a une particularité, c'est que c'est aussi le jour du célèbre discours de Robert Badinter Ah, pour l'abolition de la peine de mort. Et ce oui. jour-là, à l'Assemblée nationale, il y a eu aussi je dirais une loi qui a été votée et qui a permis à ce que les étrangers puissent s'organiser et présider des associations loi 1901. Oui. C'est un Donc c'est vrai aussi un tournant. élément important, un élément Oui. important dans la possibilité qui a été donnée aux étrangers à se structurer en association Oui. et donc à agir. Et donc, c'est pour ça que je fais ce parallèle entre Oui. autant ma naissance et ce moment-là, parce que ça suit tout un processus euh, né un peu plus longtemps. C'est-à-dire que quand on regarde effectivement l'évolution du peuplement, notamment de population migrante et africaine en France en particulier, il y a eu différentes vagues et donc notamment ce moment d'installation de ces Oui. populations-là. Donc moi, mon père, effectivement, venant du Sénégal, s'est installé avec ma mère ici en France. Et donc, moi, je suis né à Paris. Donc, on suit tout ce moment-là et donc qui pose des questions effectivement d'installation. Il y en a certains qui vont parler de termes d'intégration ou d'insertion Oui. euh, de ces populations-là. Mais tout ce parcours-là, je dirais,
de prise en compte et je dirais, du rôle qu'ont pu jouer les étrangers dans le développement ici en France et à Mm. l'étranger, voilà, il y a un point de départ que je situe effectivement au moment où on a donné la possibilité à ces étrangers de s'organiser. Oui, Et au fur et à mesure du dialogue entre ces populations et les pouvoirs publics, de se rendre compte que ces populations-là agissent sur différents territoires. Et ce cheminement a amené progressivement, effectivement, dans les années 85-86, je dirais, les premiers contacts entre des associations maliennes et autres qui agissaient sur le double espace, comme oui, on dit, oui, permettant d'identifier des pratiques où ils se rendent compte, où ils se sont rendus compte, je dirais, les institutionnels et les pouvoirs publics, qu'il y avait certaines personnes qui allaient jusqu'à transférer 40% ou 50% de leur salaire mensuel en direction de leur pays d'origine. tout à fait. Oui, Donc, progressivement, cette prise de conscience a permis au pouvoir public d'établir un dialogue et de commencer à développer tout ce qu'on a mis autour de l'espace de la notion de co-développement. Et et donc, oui, je parle de cheminement-là parce que moi, je suis aussi, euh, dans le temps, aussi un acteur qui a baigné là-dedans, autant parce que, euh, par mon père et ma mère, effectivement, les engagements associatifs ou collectifs Mm. d'associations de ressortissants, bah, c'est aussi mon parcours, que Oui, mon engagement associatif dès 18 ans en direction du Mali, parce qu'il y avait bande de copains avec lesquels on était dans le quartier, dans un quartier de Gentilly, dans le Val-de-Marne, en France, oui, euh, nous a emmené aussi à mener des actions de coopération depuis 1998. Donc, oui, un village qui s'appelle Kolobo au Mali, dans la commune de Goulouïla, et plus précisément dans la région de Koulikoro au oui, Mali. Et progressivement, cette action de solidarité menée par des jeunes est devenue un projet de coopération décentralisée avec la ville de Gentilly, qui a fait qu'à partir de 2001, moi, j'ai été élu maire adjoint de la ville de 2001 à 2020. oui, 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 oui. Et donc, je retrace ça, effectivement, tout ce moment-là, et dans les insertions que j'ai pu intégrer, euh, le fait que euh, cette dynamique-là a participé pleinement à ce que je suis aujourd'hui. Euh, Complètement. Oui, oui, et à partir effectivement de cette action à l'international qui a permis pleinement de forger ma citoyenneté oui, française, oui, mon engagement au quotidien sur ces actions-là et à ce que je fais aujourd'hui en tant que professionnel, je dirais, de travailler sur les questions de diaspora et de migration, d'accompagner des programmes bilatéraux de coopération, d'avoir pu accompagner aussi des acteurs associatifs de la solidarité internationale issue des migrations, à oui. mener des actions dans les différents pays d'origine des acteurs que j'ai pu rencontrer. Et c'est, je trouve, elle m'a dit que c'est en ça où ton parcours est effectivement très intéressant parce il s'inscrit finalement dans dans une chronologie où les choses ont changé. Cette date du 29 octobre l'illustre pleinement puisque on pourrait presque ne pas imaginer qu'il y a un certain nombre d'années, en fait, les étrangers ne pouvaient pas s'organiser, même associativement, pour commencer effectivement à mener des actions et à avoir ce double espace. Donc un double espace, mais aussi du coup une double identité, voire une triple ou en tout cas de multiples identités et pouvoir l'assumer. Et quelque part, toi, là, dans ce que tu nous dis, dans ce parcours, et Diapason étant d'abord étant un think tank malgache, je trouve qu'un certain nombre de mes compatriotes, et moi je m'inclus dedans, je crois que beaucoup d'entre nous qui sommes des immigrés pouvons avoir cette problématique de double, triple identité et de se dire est-ce que je suis d'un bord, est-ce que je suis de l'autre, est-ce que je suis un citoyen malgache mais aussi un citoyen français justement sans mettre le mais plutôt un et. Et ça, je trouve que de ton côté, tu as réussi en fait par ton cheminement à l'incarner pleinement, mais pas uniquement de façon conceptuelle, mais aussi en termes d'action concrète. Et effectivement, ce que tu fais aujourd'hui te confronte quelque part au terrain. Et ça, effectivement, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus.
Hmm. sur ces actions terrain, sur les enjeux, mais aussi les challenges, parce que j'imagine que sur ces actions terrain, il y a aussi toutes ces problématiques d'adaptation de ce qu'on voudrait faire et de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas, finalement. Hmm. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce point de vue-là en termes d'action et de projets que vous avez pu avoir. Hmm. Je pourrais dire beaucoup d'actions, J'imagine. effectivement, que j'ai pu mener dans le cadre associatif, politique ou même professionnel. Mais ce que j'ai envie de dire d'assez important, c'est que, oui, effectivement, pour moi, mon identité n'est pas sclérosante. Et je dirais qu'elle est plutôt, effectivement, plurielle et dynamique, Hmm, cette identité-là. Et dans le sens où euh, je suis issu, effectivement, de parents qui ont vécu la migration, habitant à Gentilly, en banlieue parisienne, en voyageant partout dans le monde. Et ce qui fait ma force, ma force, c'est plutôt d'être un passeur. oui, Et c'est important. Et aujourd'hui, j'ai une activité qui me permet d'être un traducteur, je dirais, et de pouvoir accompagner. exactement. Et je me sens autant à l'aise lorsque je vais en mission à Madagascar que si je vais aller au Vietnam, ou comme j'ai été au Vietnam, effectivement, dans le cadre de mes anciennes activités, Ouais, euh, parce que j'ai cette curiosité et parce que aussi je participe pleinement de cette volonté. Et moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, et j'en parlerai peut-être après, hmm, euh, d'Amadou Hampâté-Bâ sur la beauté d'un tapis vient la diversité de sa couleur, ainsi en va-t-il de l'humanité. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup forgé et c'est aussi quelque chose qui m'a construit ouais, familièrement par mon père, ma mère et différentes lectures et les contacts que j'ai pu avoir. Donc, cette dynamique-là de pouvoir être passeur et ne pas être sclérosé par ces multiples couches d'identité, ouais, c'est quelque chose que je défends et c'est quelque chose qui m'amène aussi à penser que le monde n'est pas blanc ou noir. Et donc, exactement. on est dans cette dynamique-là. Il faut aussi accepter, surtout dans ce moment-là où on voit en Europe des prises de position identitaires qui se referment sur soi-même et tout. Au Hmm, contraire, c'est aussi de pouvoir assumer, de dire que c'est une richesse. oui, Et du force, c'est de ne pas avoir peur. Et oui, donc, dans ce cheminement-là, moi, que j'ai assumé pleinement en essayant de comprendre un peu ce que c'était un peu les deux espaces, la culture des parents, comment moi que j'ai vécu. Donc, ça s'est vécu à titre associatif, hmm, effectivement. Partir avec une bande de copains au Mali, mener des actions, bah, ça nous fait réfléchir ouais, dans le cadre de ces actions-là. Euh, Dans le sens politique aussi, dans l'engagement que j'ai pu avoir en tant que maire tout adjoint à à fait. Gentilly, où bah, j'ai eu à traiter différentes thématiques, mais aussi la question de la coopération et de la solidarité. Ouais, Et de me rendre compte euh, que ce soit au niveau associatif, politique ou même professionnel, que les actions les plus pertinentes qui peuvent se développer dans le double espace, c'est des actions qui sont menées par des personnes qui se sentent à l'aise dans ce double dans espace. les deux espaces. Ouais, Voilà. ouais, Et qui sont en capacité d'être dans le dialogue et notamment, si on parle du pays d'accueil qui est la France, bah, qui sont pleinement acteurs et qui agissent sur le développement de territoire et qui sont en capacité de pouvoir se projeter. oui, Et donc, cet élément est aussi important, je dirais, moi, au regard de mon parcours et des acteurs que j'ai pu rencontrer, et qui a abouti, notamment au titre associatif, avec d'autres personnes, à créer, à partir du Forum des organisations de solidarité ouais, internationale issues des migrations, il y avait un groupe jeunesse à l'époque, oui, le Forum c'est 2002, en 2006, on crée le FOGIM, c'est-à-dire qu'on essaie de s'émanciper un peu du Forum. Et le ouais, FOGIM, c'est le Forum des organisations de jeunesse aux identités multiples. ouais, oui, Il oui, était vraiment, et je crois que on l'avait créé à cette époque-là avec l'idée de dire qu'il faut qu'on dépasse effectivement le issu de l'immigration, mais en allant se projeter, c'est le même parcours que peut vivre une personne née en Bretagne, un Breton qui fait ses études à Lille et qui va travailler à Marseille, par exemple. exactement, exactement. Donc, c'est vouloir dépasser ça et c'est vouloir aussi pouvoir expliciter cette nuance nécessaire à la compréhension des parcours. Elle n'est pas facile d'expliquer Elle la n'est pas nuance. facile. Elle n'est pas Pas facile. facile Ouais, de ouais, d'expliquer et de montrer que,
euh, on peut agir et ça prend le temps de pouvoir, et de prendre le temps de pouvoir le construire. Donc, elle s'est fait au travers des actions. Et souvent, Oui, moi, je le dis, ce qui va nous caractériser, je dirais, au-delà de la parole, c'est de comment on agit. Et exactement. donc, comment on agit, c'est quel type d'approche on peut mener dans les actions qu'on mène. Et moi, Oui, oui, aujourd'hui, au sein des RMDA, bah, je pilote effectivement le pôle migration diaspora. Je suis sur des projets, effectivement, de la coopération internationale ou bilatérale qui traitent de ces questions-là. mm, Euh, et au-delà de ce rôle-là, c'est aussi pour moi un engagement important oui, de exactement. pouvoir travailler à euh, aider les acteurs à constituer des actions, des programmes, des projets qui sont bénéfiques autant au pays d'accueil, de départ ou de transit, et dans la capacité qu'ont les individus et les hommes et les femmes à pouvoir construire de l'action du développement et construire de la richesse et de la culture où ils peuvent se trouver. Ok. Donc, ben Mehdi, effectivement, là, ce que tu venais de dire, c'est super important sur le fait d'être dans la nécessité de l'action et aussi d'être dans cette aisance et dans cette conscience et dans cette aisance de ces identités multiples. Et ça, je crois que, enfin, toi, tu as déjà eu ton parcours, mais je pense que c'est quelque chose qui est hyper pertinent et qui est révélateur de quelque chose que chacun d'entre nous a travaillé finalement. Euh, Moi, personnellement, par exemple, je pense que pendant assez longtemps, je me suis pas forcément sentie à l'aise avec mes identités multiples. J'avais l'impression qu'il y en avait un qui pesait plus que l'autre, qui devait être plus important que l'autre. Et en fonction aussi des espaces, avoir cette notion de se dire, OK, dans tel contexte, tel milieu. euh, et et c'est comme ça. En fait, il y a des déséquilibres de temps en temps, mais c'est la vie. Et je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être partagé pour que ce soit assumé. Hmm. Je pense que oui, ça mérite d'être partagé. Je pense que il y a un côté très psychanalytique, hein. Oui, C'est-à-dire que quand je dis que c'est dans l'action, effectivement, qu'on existe et que ça nous définit en tant que tel, c'est aussi exactement. accepter, effectivement, de pouvoir agir et de le faire. M- Moi, je dis que il y a effectivement des intellectuels, des scientifiques et autres qui réfléchissent sur ces notions, qui nous aident effectivement à faire. Après, il y a des praticiens comme nous Oui, euh, où on essaye de mettre en place des choses. On essaye de pouvoir pousser et voir et de sentir un peu comment les dynamiques se font et que si on considère qu'il y a un intérêt à accompagner, on les accompagne. oui, oui. Euh, Typiquement de se dire que oui, la démarche, je dirais, et l'approche française, compte tenu de la structuration notamment des diasporas ouest-africaines, elle a été d'une dynamique avant tout collective, Oui, d'association, qui agissait oui, sur le développement local, qui agissait sur le territoire là. Et progressivement, avec le temps et les différentes générations, il y a eu d'autres approches qui sont arrivées, un peu plus entrepreneuriales, un peu plus individuelles. hmm, Euh, voilà, on est dans ce temps-là aussi oui, également et dans le parcours qu'on peut avoir. Vous, au sein de Diapason, au sein des associations, vous vivez ça entre des exactement. dynamiques collectives qui essaient de se créer, même si le cas malgache est un peu différent. C'est-à-dire que, on va dire que certains aiment bien faire leurs choses dans leur côté, sans forcément en communiquer. C'est très, très, très particulier. On va en Mais parler. ça mérite aussi de pouvoir pousser effectivement et de valoriser et de créer ces Oui, dynamiques collectives pour peser, oui, parce que c'est important. exactement. Et moi, j'ai pu effectivement les s'aimer et le voir quand je travaillais au conseil départemental du Val-de-Marne, au sein du service des relations internationales, et que j'avais en charge le dispositif de soutien technique, financier, des projets de solidarité des Oui, associations. oui. Euh, J'avais en face de moi des acteurs associatifs qui voulaient agir effectivement dans leur pays d'origine ou pas, forcément, Hmm, ce n'est pas le cas. Et donc là-dessus, on avait aussi euh, j'ai bien senti et bien vu qu'il y a eu une sorte de basculement de plus progressivement entre des acteurs dits traditionnels qui oui, intervenaient, souvent des retraités, qui étaient enseignants, médecins et autres, qui intervenaient, à des populations migrantes qui oui, commençaient à pleinement exister et être sur le territoire et être représentatifs effectivement exactement. des Oui, actions. Et oui, donc dans ces actions-là, bah, il y avait pas mal pour des personnes de la redevabilité sociale et familiale.
c'est-à-dire dans leur engagement, bien à sûr. se dire mais comment aussi on le dépasse. On n'est pas là uniquement pour envoyer de l'argent pour assurer l'amortissement social des Oui, acteurs, mais aussi de pouvoir créer et mettre des actions de projets sociaux, culturels ou éducatifs. exactement, exactement. Et Et donc, de tout ce l'enjeu, côté, c'est aussi d'accompagner de ce passage-là. Et ce passage-là aussi, dans l'évolution oui, des êtres humains qu'on est, ça nous emmène aussi à avoir notre regard. Et c'est aussi ça exactement. qui est intéressant à regarder dans le parcours individuel des uns et des autres. Exactement. Et je me souviens, je trouvais aussi que le travail de nuance que tu as fait, mais que tu as constaté aussi, c'est sur la forme de l'aide. Est-ce que c'est de l'aide? Est-ce que c'est de l'influence? Est-ce qu'on est plutôt dans la stratégie? Est-ce qu'on est plutôt dans l'opérationnel? Ça, c'est quelque chose aussi, je trouve, qui forcément se structure beaucoup plus maintenant. Et aussi avec les différents types d'acteurs. Est-ce qu'on est avec des acteurs financiers, des acteurs techniques qui vont appuyer? Et donc ça, je trouvais que c'était hyper intéressant sur le fait que tu te sois confronté, en fait, frotté à ces différentes formes d'aide. Parce que de ce point de vue-là aussi, je crois que c'est un des dilemmes continus que la diaspora peut avoir, de se dire, est-ce que je vais dans l'associatif? Est-ce que je vais vraiment dans le technique? Est-ce que je vais caricaturer, tu vois, mais est-ce que j'envoie juste des livres parce que voilà, forcément, on en a besoin pour l'éducation, ou est-ce que j'agis vraiment différemment, plus dans la réflexion? Et donc, c'est là aussi où on se construit en tant qu'individu, mais comme tu dis aussi, en tant qu'organisation, en fait. Mm. Mm. Non, je pense que c'est important et j'ai commencé mon propos là pour me dire, mais euh, on parle de qui, c'est-à-dire que concrètement, être diaspora, Oui, c'est avant tout se définir comme étant issus d'une diaspora voulant agissant. On peut ouais. considérer que tous ceux qui sont originaires de quelque part et qui sont en France sont une diaspora potentielle, mais Hmm, ils n'interviennent pas forcément dans leur pays d'origine. exactement. C'est pas un problème en soi. C'est pas un problème en Il ne faut soi. pas que ça le soit. Faut pas que ce soit un problème en soi. Oui, Et chacun fait sa vie, a des trajectoires, d'autres qui ont exactement. envie, etc. Oui, Et sur ça, ça veut dire, et quand même on se définit comme diaspora africaine ou disant, c'est pas parce que on est diaspora africaine que on a les meilleures idées du monde pour le pays d'origine. C'est pas parce qu'on se définit originaire que là, le pays, il évolue. Le continent africain, il évolue tout à avec des fait. gens qui font. Donc nous, c'est aussi à nous de se poser la question, mais OK, on a ce lien avec là, mais on a aussi une relation à construire. Oui, Et exactement. moi, j'aime bien le dire, ce qui caractérise ce qu'on est, les actions qu'on mène, c'est aussi la manière dont on a quitté notre pays. J'aime bien ta façon de définir sur Et ça. cette manière-là, elle nous dit beaucoup de choses sur la façon dont on veut s'engager ou pas. Oui, C'est pas la même chose si on décide de quitter effectivement le pays parce que on a des oppositions politiques et on est réfugié politique, oui. que si on est parti parce que on est étudiant et qu'on termine nos études en Europe et qu'on se pose d'autres questions sur effectivement l'après-étude pour rentrer. Si on est nous-mêmes et moi-même issus de parents qui ont migré, qui sont nés en France. Et, Hmm. et donc, il y a aussi différents éléments qu'il faut aussi prendre en compte. Et c'est important aussi que ces éléments-là, ils soient, je dirais, connus de la part euh, des pays ou des Africains ou des gens avec qui on rencontre dans le pays. C'est vrai. Typiquement, c'est important d'avoir ce dialogue-là et de comprendre, mais qu'est-ce qui nous emmène aussi à vouloir agir et à coopérer? Oui, d'où tu viens, quelle est ta trajectoire et Quelle est la qu'est-ce trajectoire et pourquoi tu as envie de le faire. Et c'est d'agir de important cette de façon. pouvoir le poser. C'est un préalable, moi, je pense que important. Et donc, dans ces dynamiques-là, de se sentir à l'aise où on peut intervenir, que ce soit sur l'aspect technique, parce que si on a des compétences, on a envie de les mettre à disposition, hein, Oui, sur l'aspect financier, parce qu'on a des financements et on veut, sur l'aspect oui, social. Donc, à oui, chacun, on peut arriver à trouver. oui. Et sur la façon dont on peut imaginer les choses et les voir. Moi, je regarde dans mon boulot, oui, aider les acteurs à mettre en place des politiques publiques.
c'est aussi prendre en compte, Complètement. avoir un regard à 360 degrés et de dire quelles sont les dynamiques, etc. Et du regard que je peux porter sur effectivement l'évolution des pratiques ou même sur le positionnement qu'on peut avoir, bah, on est dans des temps où des gens sont moins à l'aise et donc du coup vont être sur des dynamiques très personnelles, très individuelles Ouais, ou très ouais. one-shot, entre guillemets, Oui, c'est-à-dire que je vais agir parce que j'ai pas envie forcément de m'engager dans une structure associative lourde. Il y a des transitions générationnelles aussi qu'on complètement. regarde, il faut regarder, il faut qu'on soit assez attentif hein, à ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque les premières générations qui ont transféré pas mal d'argent partaient en retraite ou aujourd'hui évoluent avec le temps, Ouais. est-ce que ça continue de la même façon? Oui, certainement Euh, que non. non. Et Ouais, donc, mais en même temps, alors que dans tous les pays, on voit qu'effectivement, même à Madagascar, que le niveau de transfert de fonds augmente. Voilà. Est-ce que ces transferts sont destinés à des choses différentes? Donc, c'est ça qu'il faut qu'on. Et que moi, dans le cadre professionnel, j'accompagne effectivement les acteurs ouais, à bien prendre en compte ou à imaginer des stratégies ouais. pour assurer ce lien de confiance entre les diasporas Il y a un et aspect, les origines. ouais, il y a un aspect très sociologique aussi dans ce que tu dis là et dans l'analyse continue qu'il faut faire en fait pour pour que ce dialogue continue et pour que l'aide réciproque puisse être effectivement pertinente. Je reviens sur un thème que tu as un tout petit peu rapidement évoqué tout à l'heure, et on en a parlé tous les deux, c'est l'insertion, l'intégration et l'attractivité, ce triptyque, puisque il y a quelque chose qui a fait que un pays, notamment la France, là, si on parle de nous, mais un pays, ça peut être un autre pays d'Europe, les États-Unis ou ailleurs, qui nous a attirés et qui fait que nous sommes là. Et ensuite, chacun de ces pays, de par leurs histoires aussi, ont des façons de faire intégrer ou de faire s'insérer ces personnes qui arrivent. Je voulais qu'on en parle un petit peu parce que je trouve que c'est un sujet important, mais qui rejoint aussi cette notion de comment on se sent à l'aise avec sa multiplicité identitaire. Hmm. Sur ces notions, les trois notions que tu évoques, effectivement, intégration, insertion, attractivité, dans le discours politique, on y a une évolution, Oui. clairement. Effectivement, où les années 80, on parlait beaucoup, notamment en France, de la question d'intégration, Mm. population venant étrangère. On a commencé à intervenir après sur la notion d'insertion. Oui. Et c'est pas anodin que au début des années 2000 est arrivé le concept de diaspora. Oui. Voilà. Et quand on dit diaspora, on a essayé, je dirais, de donner un concept plus positif, dépasser le cadre du migrant euh, Mm. à un concept de diaspora, parce qu'au début, il faut rappeler, c'est un peu les bailleurs multilatéraux, Banque mondiale et autres qui ont commencé à faire émerger. On parlait de diaspora technique et scientifique. D'abord. Voilà, d'abord, avant aujourd'hui d'en faire. D'un côté, il y a eu ce discours effectivement des institutions sur cette notion-là, et de l'autre, il y a eu tout un discours lié à un certain panafricanisme ou un positionnement effectivement de l'Union africaine ou d'autres, de Mm. mettre en valeur effectivement toutes populations euh, venant d'Afrique, qu'elles soient celles qui sont issues de l'esclavage, notamment aux États-Unis, ou que de populations migrantes qui ont été pour le travail en Europe. Post-indépendance. Ouais. Post-indépendance. Donc, du coup, il y a eu ces notions-là. Et lorsqu'on parle d'attractivité, on parle aussi de ces diasporas et du rôle qu'elles peuvent jouer. Autant, en France, aujourd'hui, on a un discours politique, notamment du gouvernement sur cette question-là, qui essaye de pouvoir faire des diasporas des acteurs, ce qui Mm. c'est une reconnaissance aussi du Bien lien sûr. entre les deux zones, que aussi également les pays africains, d'autres qui en font aussi aujourd'hui des acteurs importants du rayonnement de leur pays. Aussi. Voilà, il y a aussi. Donc, on est toujours dans ce double espace. Et donc, c'est comment euh, les acteurs se situent dans ce double espace, alors Ouais. qu'on est dans tel, et agissent dans la relation entre deux parties du monde. Mais aujourd'hui, il y a certains pays qui se disent, oui, je prends juste le cas du Maroc, par exemple, bah, il y a des Marocains ou des gens
issus de l'immigration marocaine, nés en France, qui décident d'aller s'installer aux États-Unis ou au Canada, ou des Malgaches aussi, ou des Sénégalais, des Ouais, Maliens. tout Voilà. à Et fait. typiquement, aujourd'hui, stratégiquement, c'est comment aussi ces pays-là vont attirer. La France veut aussi et permettre à ce que ces talents puissent rester et Bien sûr, participer. Et les Marocains ou les Malgaches ou les Sénégalais veulent aussi attirer ces compétences-là. exactement. Ouais. On est aussi dans ce moment-là, en tant que tel, où, euh, où qu'est-ce qui, dans nos trajectoires, va nous emmener à titre individuel à Hmm. agir dans notre pays d'origine, dans le pays d'origine de nos parents, etc. Et Ouais. de l'autre côté, comment les États se positionnent aussi pour pouvoir attirer les compétences. Attirer ses talents et les compétences. Ouais. Ces talents. Donc, on est dans ce moment-là où il y a les trajectoires individuelles et il y a aussi des dynamiques, des stratégies Ouais. de construction de confiance, surtout, Oui. Oui. entre les États et les populations migrantes. Très intéressant ce que tu dis et j'aime bien le pas de côté et le recul que tu prends parce qu'effectivement, là, on parle presque de triple espace maintenant. C'est, il y a le pays d'origine, le pays où tu as peut-être grandi et où tu as commencé à travailler et où effectivement, après, tu as peut-être une autre étape, une, deux, trois à avoir. Et il y a cette attraction cette attractivité que d'autres pays oui, veulent avoir et Mm. que nous-mêmes voulons vers laquelle on veut s'ouvrir en fait parce que effectivement on peut se dire voilà le monde plutôt latin je le connais maintenant j'ai envie d'aller voir un monde plutôt anglo-saxon Mm. qui est une autre mentalité qui est une autre façon de fonctionner et qui m'intéresse et dans lequel peut-être je veux faire grandir mes enfants donc ce sont Mm. des trajectoires effectivement qui existent aujourd'hui. Si je peux me permettre, Thierry, il y a aussi cette trajectoire de vouloir aller travailler et vivre dans le pays d'origine, pardon, Aussi aussi. complètement Et ce phénomène se fait de plus en plus important. oui Voilà. je On confirme. met derrière ça le mot répat. Certains qui ont poussé cette notion de répat Ouais, en retour et expat, donc répat, oui, oui. permettant et là pour le coup ce sont les acteurs même de ce retour-là qui se sont désignés comme ça, Hmm. de pouvoir retourner pour X raisons dans le pays d'origine de leurs parents ou dans leur propre origine. Je ne peux pas parler de retour de leur part parce que quand tu es étudiant, par exemple, quand tu es né Hmm. à Madagascar, tu as fait des études à Hmm. Madagascar et tu décides d'aller étudier en France, par exemple, et que tu rentres, est-ce que vraiment tu es répat? Je ne dirais pas ça. Voilà. Donc, dans le parcours, je parle de ceux issus de seconde ou troisième génération Effectivement. qui décident effectivement de retourner dans le pays d'origine de leurs parents. Mm, exactement. Et c'est vrai que c'est un mouvement qu'on constate aussi. Tu as tout à fait raison. Euh, je reviens sur quelque chose dont on a parlé, Mehdi, et tu l'as pas dit au tout début, mais tu as fait des études d'histoire. J'ai fait des études d'histoire, des études d'histoire africaine à la Sorbonne, Paris, hein. Et la particularité, c'est que j'ai fait un semestre d'histoire de Madagascar, Ouais, que j'ai ouais. trouvé fabuleux. Et je vais le dire, hein, mais moi je crains de moins connaître l'histoire de Madagascar que toi, parce que j'ai pas eu un semestre où, Mais je trouve aussi que ça, le fait que tu aies fait des études d'histoire, ça illustre aussi encore une fois ton cheminement hein, sur l'intérêt sans doute que tu as eu en étant né à Paris, en ayant grandi en France, d'aller rechercher un petit peu les origines, les sources. Et effectivement, aujourd'hui, dans ton chemin concret, tu es vraiment sur ce continent. Tu as un point de vue, je trouve, panafricain qui est hyper intéressant. Et, il y avait quelque chose dont tu m'as fait part et j'ai apprécié que tu m'en fasses part très, très directement. Je vais mettre les pieds dans le plat. Tu m'as fait part du tropisme mérine. C'est un sujet, on le dit, hein, disons-le, et Diapason est là pour nourrir le débat. C'est un sujet qui peut être tabou, c'est un sujet qui peut être sensible, et je trouve que c'est intéressant d'en parler avec quelqu'un qui est plutôt observateur extérieur, mais qui en même temps est africain. Donc, ce tropisme merne, quelle est ton observation déjà?
Bah, Bah, vas-y. mon observation, elle vient de quoi? Elle vient du fait C'est ton que expérience, hein? de mon expérience. Donc, du coup, j'ai pu côtoyer différentes associations de diaspora malgache Oui, que j'ai pu accompagner dans le cadre de différents projets. oui, J'ai terminé effectivement sur un projet à accompagner les autorités malgaches à définir leur stratégie de mobilisation des diasporas. oui. Euh, j'ai pu participer à l'échange avec Diapason Je sais sur cette bien. question-là et suite effectivement à l'échange, il y avait un sujet que je voulais intégrer progressivement lorsqu'on a débattu dans le débat de mais qui participe à ce renouvellement, qui participe à ces réflexions-là. Tout à fait. Et le public qui avait principalement était Merne. Mm, Voilà. mm. Euh, et donc, alors qu'effectivement, Madagascar, euh, C'est une c'est un pays. nation avec 18 C'est une ethnies. nation avec différentes populations. On parle des Mernes, des Betsileo, des Sakalaves, les autres, voilà, les côtiers, ceux qui sont à l'intérieur, voilà. Euh, mais il y a toujours eu dans le débat sur le développement de Madagascar, le tropisme, le questionnement entre est-ce que Madagascar est plus asiatique ou plus africain? Mm, Et derrière ça, il y a toujours aussi le fait que bah, la population, je dirais, dirigeante du oui, pays, oui. principalement, a été Merne. Donc, Mm, et on retrouve aussi dans les acteurs associatifs, dans ceux qui veulent assurer cette visibilité, une population plutôt Merne que celle des côtes. Mais c'est aussi, géographiquement, il y a aussi une représentativité. Effectivement, ceux qui vivent, qui sont en région parisienne principalement, bah, sont issus effectivement, qui font des études, sont aussi effectivement euh, de cette ethnie-là. Alors que dans d'autres parties, il y a eu d'autres parcours. Voilà, exactement. de personnes qui sont venues par le travail ou à l'époque, notamment des femmes qui pouvaient emmener des quantités de vanille pour Oui, payer effectivement oui, leur parcours, se sont installées dans différentes villes. oui, Mais elles agissent aussi dans le développement du bien pays. sûr. Et Mais on revient sur le parcours diasporique dont tu on parles, revient sur sur le comment on diasporique est parti. qui est différent, on sait que en France, la diaspora malgache, elle est majoritairement féminine, Je savais voilà, pas. dans les chiffres, effectivement, qui sont Ok, donnés. ok. Euh, Elle est très individualiste, voilà, les dynamiques Mm, collectives, elles sont pas les mêmes. mm, Et aujourd'hui, c'est comment on permet, et comment vous permettez, Diapason est un exemple aussi, à ce que tout le monde se retrouve à exactement. pouvoir discuter, à échanger et, euh, et à imaginer participer au projet du pays. Ouais, Et je le pose là autant tel parce que c'est des débats aussi qui traversent les différents pays africains et qui traversent les différentes diasporas, j'imagine. effectivement, en tant que telles. Et c'est vrai que moi, la dernière réunion, l'échange qu'on a eu ensemble au débat, bah, je me suis dit, bon, dans le qui, euh, Ouais, c'est autant les catholiques que les protestants ou les autres musulmans qui sont à Madagascar, c'est autant aussi les mers, les gens, les côtiers, etc. Et comment on permet effectivement d'avoir ce dialogue? Et comment vous exactement. permettez plutôt d'avoir ce dialogue-là ensemble? Exactement. Merci en tout cas de cette, de cette façon de poser le débat. Moi, je pense que c'est un sujet ouvert et dans lequel nous devons aller, vraiment. Parce que quand on parle justement d'identité multiple, quand tu parlais de l'origine sur cette question éternelle de Madagascar, asiatique, africain, etc., en fait, on est multiple. Voilà, il faut s'assumer en tant que tel et ressentir cette appartenance en tant que tel. Et c'est ce travail sans doute qui est en train de se faire, mais qui n'est pas encore complètement abouti. Et donc chacun doit avancer dessus. Euh, ben Mehdi, il y aurait encore tellement de sujets, tellement de questions, mais le temps passe, comme tu sais. Il y a quelques questions rituelles chez Diapason désormais. Tu n'es que le quatrième, hein, mais il y a déjà des questions rituelles. L'une des premières étant, est-ce qu'il y a un ouvrage? Est-ce que un film, un ouvrage, une citation, un poème, je sais pas, au pluriel comme au singulier, que tu aimerais nous Hmm, partager, quelque hmm, chose qui te porte, quelque chose hmm. qui est un phare pour toi?
Bah, je l'ai évoqué tout à l'heure et je vais revenir dessus. C'est une petite citation qui est issue d'un ouvrage d'Amadou Hampâté-Bâ. Oui, Euh, et l'ouvrage, c'était, si je me crois bien, c'était Les aspects de la civilisation africaine. d'accord, Et, euh, et, et la citation, c'est La beauté d'un tapis vient de la diversité de sa couleur, ainsi en va-t-il de l'humanité. magnifique. Et ça, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 18 ans, Hmm. euh, qui me façonne, qui m'a façonné, sur lequel je continue à prendre ce bâton, à avoir mon bâton de pèlerin sur ces questions-là. Ouais, ouais, ouais. J'en ai lu quelques-uns d'Amadou en pâté bas, mais j'avais pas lu celui-là, tu vois. Ouais, Euh, celui-ci. ok, ok. Donc, et qui amène aussi ma curiosité sur pas mal de choses. Quand j'essaye de comprendre où j'interviens dans les pays, c'est Hmm. aussi pour moi important de savoir à qui je parle, où je vais et comment les choses se construisent. Exactement. Ouais. Oui, oui, ben oui, c'est capital. C'est capital parce Ouais. qu'il y a tellement, tellement de diversité. Si tu ne rentres pas dans cette granularité-là et dans ce sens du détail, tu Mm. manques. Tu manques. J'ai une anecdote qui est fabuleuse, mais c'est lors de ma première mission à Madagascar, c'était en 2017. Oui, Dans le plan de retour, donc, je suis rentré avec Air Madagascar. Et à côté de moi, il y avait un Comorien. d'accord. Et donc, on discute ensemble, bah, parce que vous connaissez le trajet Tana-Paris, c'est 11 heures de vol. 10h, 11h, oui, 11 heures, donc du coup, on a le temps de discuter, de faire connaissance. bien sûr. Et ce Comorien, il a une femme malgache. Oui, Voilà. Et il me racontait effectivement les discussions qu'il a en famille, où lui, il pousse effectivement sa compagne et sa belle famille à s'organiser pour faire quelque chose dans le village, oui, concrètement. oui. Euh, alors que lui, comorien, tous les samedis, il va dans ces réunions d'associations comoriens où ils vont cotiser tous ensemble. Hmm. Et tu avais lui qui était dans une approche très collective poussée, sa femme beaucoup plus individuelle, et il reprochait à sa femme d'aller tous les samedis au temple et mettre de l'argent là, alors Ouais, que dans son village, c'est assez difficile de... Et j'ai trouvé ça fabuleux, en fait, cette explication. oui, Et ça m'a permis de rentrer, effectivement, pour bien connaître, etc., ouais. d'une bonne façon dans la façon dont les gens pouvaient agir dans Fonctionner l'océan Indien, pour le coup. complètement. Complètement. Ouais, c'est. On, on va poser ça là, Mamadi. Je pense que c'est hyper intéressant comme anecdote. Euh, alors, après la citation, alors qui d'autre tu aimerais qu'on invite ici sur Diapason? Maintenant que tu vois un petit peu les sujets sur lesquels on peut aller, j'imagine qu'il y a peut-être plusieurs personnes que tu aimerais qu'on invite et nous, ce serait avec plaisir. Ouais, il y aura plusieurs personnes, effectivement, que je verrais bien participer à Diapason. J'ai commencé par elle. Oui, Elle n'est pas africaine d'origine, oui, mais elle vit tout ce qu'on a vécu. Elle s'appelle Noémie Dolin, d'accord. qui est d'origine vietnamienne Ok. et qui est aussi au sein des associations de diaspora vietnamienne sur des actions. Et c'est aussi intéressant de faire ce pas de côté. Exactement. Hmm. Voilà. Et typiquement, je pense que ça peut être bien. Et c'est une femme qui agit et sur laquelle on a eu l'occasion de travailler beaucoup sur cette nuance, sur le fait de pouvoir agir. Ok. Une autre personne dans son point de regard journalistique, je pense que ça peut être intéressant, une personne comme Ousmane Diaye, le Oui. rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Ouais. Ouais. Bon, Génial. je pense que de son point, il peut être. Et un autre acteur qui agit beaucoup sur ces actions-là, autant sur le point culturel que sur aussi la mobilisation des Soninké, qui est une ethnie Hmm. effectivement de l'Afrique de l'Ouest, Mam Siafa, qui est aussi maire adjoint du Paris 18e, D'accord. Ok. qui aussi, de par son parcours et ses actions, est pleinement euh, dans ce positionnement d'agir et d'agir sur les deux territoires où on est. Exactement. Ok. Mehdi, un grand, grand, grand merci. C'était riche, c'était hyper intéressant et je le dis à chaque fois parce qu'en fait, à chaque fois, c'est avec les invités, c'est vraiment, c'est là où tu te dis, il y a des sujets qui pointent et voilà, il faudrait on refera d'autres épisodes de toute façon. Mais un grand merci à toi pour ta participation et je te dis à bientôt.
À bientôt et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un réel plaisir et je pense qu'on aura l'occasion de continuer nos débats et nos échanges sur ces thématiques-là qui me tiennent à cœur. Exactement. Merci, merci Bamadi. Merci.